Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi, en un seul instant, comme si le monde autour de lui s'effondrait soudainement sans prévenir. Ce jour-là, à Chicago, dans ce quartier où il avait grandi, tout semblait se dérouler comme d'habitude, le soleil baignait les rues d'une lumière douce et chaleureuse, les rires des enfants jouant au ballon résonnaient au coin des trottoirs, et les conversations paisibles des voisins s'entremêlaient avec le vrombissement lointain des voitures qui passaient. L'air était chargé d'une légère odeur de grillade et de printemps. Une après-midi banale, presque parfaite. Marcus était assis sur le vieux canapé élimé chez son ami Jason, une tasse de café chaud entre les mains, le visage illuminé d'un sourire franc. Il riait aux éclats, partageant une vieille blague qu'il connaissait par cœur, un moment simple mais précieux. Rien dans son regard ou son attitude ne laissait présager le cauchemar qui allait bientôt s'abattre sur lui. Soudain, ce calme familier fut déchiré par le bruit strident et agressif des gyrophares d'une voiture de police qui tournait brusquement au coin de la rue. La voiture s'arrêta en trombe devant la maison, faisant sursauter Marcus et Jason. L'agent Carter descendit rapidement du véhicule, son visage dur et fermé, marqué par des années de suspicion envers des hommes comme Marcus. Il avait la réputation d'être intransigeant, prompt à juger et peu enclin à entendre autre chose que ses propres certitudes. Sans explication, sans avertissement, l'agent s'approcha de Marcus avec une suspicion lourde, ses mots claquant dans l'air comme des coups de fouet. « Toi, Marcus Johnson, tu es accusé d'un vol à main armée qui a eu lieu il y a quelques heures, dans une supérette du quartier. » Le ton était accusateur, définitif. Malgré le choc et la protestation immédiate de Marcus, ses cris d'innocence se perdirent dans le vacarme d'un système déjà biaisé contre lui. Des témoins avaient été retrouvés, des preuves rassemblées. Tout semblait écrit d'avance. Le doute n'était pas permis. Marcus, le jeune homme travailleur et aimé de sa communauté, était devenu, aux yeux de beaucoup, un criminel présumé coupable. En quelques heures, sa vie bascula. Il passa de la liberté aux chaînes, du rire partagé avec son ami à la solitude glaciale d'une cellule. La douleur de cette injustice s'enfonça dans son cœur comme une lame acérée. Mais ce n'était que le début d'un combat long et harassant, un combat pour sa dignité, sa vérité, pour faire éclater la justice qu'on lui refusait. Ce qu'il allait découvrir au fil des années sombres derrière les barreaux allait bien au-delà de son propre destin. Une vérité cachée, une réalité plus cruelle et plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Marcus avait grandi dans ce même quartier de Chicago, là où les maisons en briques rouges s'étiraient à perte de vue, où chaque visage était familier, où les voisins s'appelaient par leur prénom et où les histoires de vie se mêlaient aux luttes quotidiennes. Il était fils unique d'un ancien militaire, un homme fier et droit qui lui avait transmis le sens de l'honneur, et d'une infirmière dévouée, dont la douceur contrastait avec la dureté de la vie parfois. De ses parents, Marcus avait appris très tôt la valeur du travail acharné, le respect des autres, et surtout la nécessité de persévérer, même face à l'adversité. À 35 ans, Marcus menait une vie simple, mais pleine de sens. Marié depuis 10 ans à Angela, une institutrice passionnée qui consacrait sa vie à l'éducation des enfants du quartier, il formait avec elle un couple soudé, fondé sur l'amour profond et la confiance mutuelle. Angela était son pilier, sa lumière dans les moments sombres. Ensemble, ils avaient 2 enfants, Elia, un garçon vif et curieux de 10 ans, qui aimait poser 1000 questions, et Mia, une fillette douce et espiègle de 7 ans, qui illuminait leur maison de ses rires innocents. Chaque matin, Marcus se levait avant l'aube, le bruit familier de son réveil résonnant dans la chambre silencieuse. Il aimait ce moment calme, où tout semblait possible, avant que la journée ne démarre vraiment. Après un café noir partagé avec Angela, il enfilait sa tenue de travail, prêt à affronter une nouvelle journée au garage mécanique local où il exerçait son métier avec passion et minutie. Au garage, entouré d'outils et de moteurs, Marcus trouvait un équilibre, une forme de méditation dans la précision de ses gestes. Il réparait voitures et moteurs avec un savoir-faire acquis au fil des années, un travail honnête qui le liait à sa communauté. Mais son esprit vagabondait souvent au-delà des pièces et des boulons, nourrissant un rêve, celui d'ouvrir son propre atelier, un lieu à lui, où il pourrait non seulement travailler, mais aussi offrir un exemple et un espoir aux jeunes du quartier.
Marcus voulait leur montrer qu'il était possible de s'élever, de croire en ses rêves, même quand le monde semblait vouloir vous enfermer dans une case. Les week-ends, surtout les dimanches, étaient sacrés pour la famille Johnson. Marcus et Angela profitaient de ces moments pour se reconnecter avec leurs enfants. Ils emmenaient Elia et Mia au parc, regardaient leur rire éclater dans l'air frais, partageaient des repas simples mais chaleureux sur la terrasse, et participaient activement aux événements communautaires. Marcus était un homme respecté, apprécié, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, que ce soit pour réparer une voiture, offrir un conseil, ou simplement écouter. Ce samedi-là, après une semaine particulièrement épuisante entre travail et responsabilités familiales, Marcus avait décidé de rendre visite à Jason, son ami d'enfance. Il s'était retrouvé dans la petite maison que Jason partageait avec sa sœur, un refuge où le temps semblait suspendu. Assis côte à côte, ils riaient, échangeaient des souvenirs d'enfance et parlaient de leurs projets, loin des tracas du quotidien et des tensions du quartier. Mais ce calme, ce sentiment d'insouciance, allait bientôt voler en éclats. Dans cette ville, où la couleur de la peau pouvait décider du destin d'un homme bien plus que ses actes, Marcus allait vivre l'expérience la plus amère et dévastatrice de sa vie, une injustice qui marquerait son existence à jamais. Quelques mois plus tard, le tribunal où Marcus allait comparaître était bondé. Les bancs en bois anciens grinçaient sous le poids d'un public curieux, certains attirés par le spectacle, d'autres venus avec un vrai désir de justice. Le murmure des conversations s'élevait, mêlé au froissement des papiers et au pas des agents de sécurité. Quand Marcus entra dans la salle d'audience, menotté, son regard était droit, fier malgré la douleur qui étreignait son cœur. Il savait que, ce jour-là, sa vie allait basculer, sous les yeux de tous ceux qui étaient là pour juger, condamner, ou défendre. Dès les premières minutes, l'atmosphère devint électrique. L'agent Carter, en uniforme impeccable, prit la parole avec assurance, dépeignant Marcus comme un coupable présumé, un homme dangereux. Ses mots étaient tranchants, parfois teintés d'une hostilité à peine voilée. Chaque phrase semblait renforcer le poids de la culpabilité déjà attribuée à Marcus avant même que la défense ait pu parler. Le procureur, un homme froid au sourire figé, usa de son talent pour manipuler les émotions du jury. Il parla longuement des « statistiques inquiétantes » sur la criminalité dans le quartier, laissant entendre que Marcus était juste une autre pièce de ce tableau sombre. Il insinua subtilement que la couleur de sa peau était un facteur révélateur, exploitant les préjugés latents de certains jurés. Le défenseur de Marcus, malgré ses efforts pour remettre en question les preuves, semblait sans ressources. Il demanda à voir les vidéos de surveillance, qui avaient mystérieusement disparu. Il appela des témoins pour témoigner du bon caractère de Marcus, mais leurs paroles furent balayées d'un revers de main. L'un des témoins, une collègue de travail, fut interrompu sèchement par le procureur lorsqu'elle mentionna la réputation impeccable de Marcus. Le juge, un homme d'âge mûr au visage fermé, montrait peu d'indulgence. Il rappelait constamment à l'ordre la défense, limitant leurs interventions et coupant court à toute tentative de discussion approfondie sur les incohérences du dossier. La tension monta d'un cran lorsque Marcus prit la parole. Sa voix tremblante, mais emplie de sincérité, raconta où il était au moment du crime, témoigna de son innocence. Mais son plaidoyer sembla se perdre dans le brouhaha de préjugés et de scepticisme. Dans le public, Angela serrait les poings, sentant les larmes lui monter aux yeux. Elia et Mia, assis à ses côtés, ne comprenaient pas pourquoi leur père était là, accusé, alors qu'ils savaient qu'il était un homme bon. Après plusieurs heures, la salle retint son souffle lorsque le jury se retira pour délibérer. Les minutes semblèrent des heures. Quand ils revinrent, le président annonça solennellement « Nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable ». Un murmure parcourut la salle. Pour Marcus, c'était comme un coup de massue. Il fut condamné à 60 ans de prison. Une sentence disproportionnée, une condamnation à mort sociale. Alors qu'on l'emmenait, les regards se croisèrent, certains emplis de pitié, d'autres d'indifférence, et quelques-uns, hélas, de satisfaction. Ce procès fut la preuve cruelle que dans ce système, l'innocence pouvait se heurter à des murs invisibles faits de peur, de haine et de préjugés. La porte de la cellule se referma derrière Marcus avec un claquement sec, étouffant ses derniers espoirs de liberté. Le monde qu'il connaissait n'existait plus, remplacé par des murs froids, des barreaux rouillés, et un silence oppressant.
Les premières semaines furent un enfer. La prison n'était pas seulement un lieu de détention, mais un univers où chaque jour demandait un courage sans faille. Marcus dut apprendre à survivre parmi des hommes souvent brisés, parfois violents, toujours méfiants. Sa peau, autrefois source de fierté, devint un marqueur dangereux dans ce monde cloisonné par la peur et la méfiance. Pourtant, Marcus ne se laissa pas consumer par la rage ou le désespoir. Il trouva refuge dans la lecture, dévorant des livres empruntés à la petite bibliothèque de la prison, et dans l'écriture, tenant un journal secret où il confiait ses pensées les plus intimes. Ces pages devinrent son exutoire, son lien avec l'homme qu'il était avant, et l'homme qu'il voulait redevenir. À l'extérieur, Angela faisait tout pour maintenir la famille unie. Chaque visite était une bouffée d'air, une preuve que Marcus n'était pas oublié. Elia et Mia grandissaient vite, mais leur père restait au centre de leur monde, même à travers les vitres épaisses des parloirs. Angela jonglait entre son travail, la gestion du foyer, et la lutte pour faire entendre la voix de Marcus auprès des autorités et des médias. Le temps passait, implacable. Marcus vit ses enfants apprendre à marcher, à parler, sans lui. Chaque anniversaire, chaque Noël loin de sa famille creusait un peu plus la blessure dans son cœur. Mais il gardait espoir. L'espoir que justice serait faite, que la vérité éclaterait. Il s'impliqua dans des programmes de réinsertion, devint un mentor pour d'autres détenus, transmettant son savoir et son humanité malgré la dureté du lieu. Sa force intérieure grandissait, façonnée par la douleur, mais aussi par la résilience. C'est alors, dans ce contexte de lutte quotidienne, que Marcus reçut une lettre inattendue. Une lettre qui allait bouleverser sa vie, lui ouvrir une porte vers la lumière au bout du tunnel. Les années avaient pesé sur Marcus, mais ce fut une simple enveloppe, glissée par l'intermédiaire de son avocat lors d'une visite, qui fit vaciller son monde. Une lettre anodine, mais dont le contenu allait changer le cours de son combat. À travers les barreaux, Marcus déplia lentement le papier jauni. Il lut et relut chaque mot, incrédule. Des preuves jusque-là inconnues avaient été découvertes. Des enregistrements, des témoignages oubliés, des éléments qui démontraient sans l'ombre d'un doute son innocence. Plus encore, un nom surgit de ce dossier, celui de James Reynolds, un véritable criminel recherché, qui portait une ressemblance troublante avec Marcus et qui avait été aperçu dans le magasin le jour du vol. Ce détail avait été délibérément ignoré ou étouffé par l'enquête initiale, victime d'un système plus soucieux de conclure que de chercher la vérité. Marcus sentit une bouffée d'espoir mêlée à une colère sourde. Combien d'années avait-il perdu? Combien de moments précieux avec sa famille avaient été volés par cette erreur? Mais cette découverte lui donnait enfin une arme pour se battre. Il contacta aussitôt Angela, qui reçut la nouvelle avec une émotion mêlée de soulagement et d'une impatience contenue. Ensemble, ils décidèrent de réunir une équipe d'avocats spécialisés dans les erreurs judiciaires, prêts à tout pour rouvrir le dossier. Mais le chemin serait long. Les obstacles, nombreux. La justice, lente et souvent résistante au changement. Pourtant, Marcus n'était plus seul dans cette bataille. Sa famille, sa communauté, et de nouveaux alliés s'étaient levés pour lui. Cette lettre n'était pas seulement un espoir, c'était une promesse, celle qu'un jour, la vérité triompherait. Avec les nouvelles preuves en main, Marcus et Angela entamèrent un combat acharné. Leur première étape fut de convaincre la justice de rouvrir le dossier. Mais ils se heurtèrent à un mur, les autorités semblaient réticentes à reconnaître leurs erreurs, craignant le scandale et les conséquences d'un tel aveu. L'équipe d'avocats spécialisés dans les erreurs judiciaires, menée par la déterminée maître Denise Carter, se lança alors dans une enquête minutieuse. Ils interpellèrent les témoins, cherchèrent à retrouver James Reynolds, dont la trace avait disparu, et dénoncèrent les manquements flagrants de l'enquête initiale. Les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Des articles furent publiés, des émissions télévisées consacrées à la condamnation injuste de Marcus, mettant en lumière les failles du système judiciaire et les préjugés raciaux qui l'avaient condamné. Angela devint une figure de proue dans cette lutte, multipliant les interviews, les rassemblements de soutien, et les appels à la mobilisation. La communauté locale se souleva, organisant des manifestations pacifiques, brandissant des pancartes « Justice pour Marcus ». Pendant ce temps, Marcus, malgré la dureté de la prison, gardait la foi. Les lettres et visites de sa famille étaient son moteur.
Il s'impliqua davantage dans des programmes d'éducation carcérale, conscient que sa cause dépassait sa propre liberté, c'était un combat pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustice. Les premières audiences de révision du procès furent tendues. L'État tenta de minimiser les preuves, de discréditer les témoins, et de ralentir le processus. Mais la détermination de l'équipe de défense et la pression médiatique forcèrent peu à peu l'ouverture d'une enquête officielle. Enfin, après des mois d'attente, un jugement historique fut prononcé, Marcus Johnson était déclaré innocent. Sa condamnation était annulée. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Après 25 ans d'incarcération, Marcus allait retrouver la liberté. Le jour tant attendu arriva enfin. Les portes de la prison s'ouvrirent sur Marcus Johnson, un homme transformé par les années mais dont le regard gardait intacte cette étincelle d'espoir. Alors qu'il posait un pied à l'extérieur, l'air libre semblait presque irréel, comme une renaissance. Angela l'attendait, les bras grands ouverts, avec Elia et Mia, désormais adolescents, qui coururent vers lui sans retenue. Les retrouvailles furent chargées d'émotions, rires mêlés de larmes, étreintes fortes, promesses silencieuses de ne plus jamais laisser le temps s'envoler sans eux. Mais la liberté ne signifiait pas la fin des combats. Marcus devait affronter les cicatrices invisibles laissées par des décennies d'enfermement, la douleur de la séparation, la difficulté de retrouver une place dans un monde qui avait changé, la stigmatisation persistante malgré son innocence. Le retour à la vie civile fut une épreuve. Les avancées technologiques, les nouveaux codes sociaux, les blessures psychologiques rendaient chaque étape complexe. Trouver un emploi, renouer avec la communauté, réapprendre à vivre avec confiance, tout cela demandait une force immense. Angela fut son pilier, l'aidant à se reconstruire, à suivre une thérapie, à renouer avec ses passions d'avant. Elia et Mia, fiers de leur père, devinrent ses plus grands soutiens, témoignant de l'impact durable de la famille dans la survie d'un homme. Mais Marcus savait que son histoire ne devait pas rester un simple témoignage personnel. Il se lança dans un nouveau combat, celui de faire entendre la voix de tous ceux qui, comme lui, avaient été broyés par un système injuste. Libéré, mais conscient que sa lutte ne s'arrêtait pas là, Marcus Johnson devint une figure emblématique du combat contre les erreurs judiciaires et les discriminations systémiques. Fort de son expérience, il parcourut le pays pour témoigner, raconter son histoire, et alerter sur les failles d'un système souvent cruel envers les hommes et femmes noirs. Ses discours passionnés résonnaient dans les universités, les tribunaux, les assemblées publiques. Il participa à des campagnes pour la réforme de la justice pénale, réclamant plus de transparence, de contrôle, et un soutien renforcé aux victimes d'injustice. Angela restait à ses côtés, une partenaire indéfectible, tandis que leurs enfants devenaient, chacun à leur manière, les héritiers de ce combat pour un monde plus juste. Marcus créa une association dédiée à aider les personnes condamnées à tort, offrant conseils juridiques, soutien psychologique, et un réseau pour reconstruire leur vie. Son message était clair, aucune injustice ne doit être invisible, aucune voix ne doit être étouffée. L'histoire de Marcus Johnson, cet homme noir condamné à tort pendant 60 ans, est devenue un symbole d'espoir et de résistance. Un rappel que la vérité finit toujours par éclater, même dans les ténèbres les plus profondes. L'histoire de Marcus Johnson est celle d'un homme brisé par une injustice qui aurait pu l'anéantir, mais qui a choisi de se relever, plus fort et plus déterminé que jamais. Condamné à 60 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, il a traversé les épreuves les plus dures avec une force intérieure exceptionnelle. Son combat pour la vérité ne s'est pas limité à sa propre libération. Il a choisi de devenir la voix de tous ceux que le système a oubliés, une lumière dans l'obscurité pour ceux qui attendent encore justice. Marcus nous rappelle que la justice doit être courageuse, impartiale, et qu'aucun homme ne devrait jamais être défini par la couleur de sa peau ou par des erreurs humaines. Son histoire est un appel à la vigilance, à la compassion, et à la réforme. Parce qu'au-delà des murs de la prison, il y a des vies à réparer, des familles à réunir, et surtout, un avenir à construire ensemble.